Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique. Une semaine marquée, entre autres, par la présentation d'une motion du Bloc québécois pour faire reconnaître le droit du Québec de modifier la Constitution. C'est d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec Joël Denis, Althia et Conrad. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le Bloc a déposé sa motion aux communes mercredi. On sait qu'il fallait l'unanimité pour qu'elle soit adoptée. Il y a une seule députée qui a voté contre, l'ancienne ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, qui siège aujourd'hui comme députée indépendante. Joël Denis, d'abord, sur le résultat de ce vote, je vous demanderais qu'est-ce que ça nous dit sur l'état de la situation aux communes face à la volonté du Québec? Bien, face à la démarche du Bloc québécois, il y a quasi unanimité, je vous dirais, parce qu'il aurait fallu que Mme Jody Wilson ne s'oppose pas au dépôt de la motion pour que ça aille de l'avant. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une large majorité des députés de la Chambre des communes qui vont voter en faveur de cette motion lorsqu'elle sera présentée par le Bloc québécois dans quelques semaines. Mais ça fait quand même... Ça tranche avec les débats émotifs qu'on a vus dans le passé, je vous dirais, sur les questions constitutionnelles et surtout des questions qui touchent la langue et le Québec. Donc, visiblement, au sein de la classe politique fédérale, il y a des députés il y a des élus qui ne veulent pas faire de vagues avant la prochaine campagne électorale parce que le Québec sera un terrain qui fera l'objet de beaucoup de convoitises de la part des partis politiques. Oui, Althia, il y a plusieurs qui ont qualifié de pure manœuvre politique cette première motion qui a été présentée par le Bloc cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Ben, c'est une manœuvre politique, mais c'est le rôle du Bloc québécois, non? Je dirais que c'était... eux, ils ont bien joué leur partie. Je pense que le problème, c'est que peut-être le Parti conservateur et le Parti libéral n'ont pas vu venir Mme Jody Wilson-Raybould et son opposition. Et puis maintenant, ça les place dans une position beaucoup plus difficile. Alors, si le Bloc va de l'avant, comme il a promis de le faire avec un vote nominal, alors dans le sens que chaque député devrait se lever et se prononcer, ou dans un cadre avec des votes électroniques, se prononcer de manière électronique, ça va rendre les choses beaucoup plus intéressantes de notre point de vue, les journalistes, mais certainement pas du point de vue des chefs, dans le sens qu'il y a certains députés dans les deux plus gros partis politiques qui ne sont pas en faveur de cette motion. On peut imaginer, par exemple, Michael Chong, qui avait démissionné du cabinet de Stephen Harper lorsqu'il était ministre de Sport et multiculturel, si je me souviens bien, au sujet de tout le débat autour du Québec, de reconnaître le Québec, les Québécois comme une nation au sein d'un Canada uni. Il était tellement en désaccord qu'il a démissionné son poste au sein du cabinet. Bon, là, il y a des gens comme M. Trump qui vont devoir se prononcer sur ce projet de loi. Alors, l'unanimité qu'on a vue cette semaine, mercredi, je pense pas qu'on va la revoir une fois que la motion du Bloc est présentée. Ou ces gens-là, ils vont être mystérieusement absents de la Chambre des communes durant cette journée. Conrad, qu'est-ce que vous en pensez? Madame Wilson-Raybould a tweeté après avoir omis de donner sa permission pour que la motion aille de l'avant. Elle a tweeté « Silence égale lâcheté ». Et elle sait qu'il y a beaucoup de gens dans les trois principaux partis à Ottawa qui veulent pas faire des vagues avant les prochaines élections sur cette question-là, mais ils reconnaissent qu'il faut qu'il y ait un débat sur cette question. Écoutez, on n'a jamais entendu parler de l'article 45 comme étant un moyen pour que le Québec change la Constitution pour la reconnaissance de la nation québécoise avant, peut-être il y a quelques mois, lorsque le constitutionnaliste Patrick Taillon avait suggéré que ça soit une option. Mais il y a aucun gouvernement qui avait suggéré ça dans le passé parce qu'il savait que c'était comme une raccourci, qu'il faut qu'il y ait un débat national pour que ça soit fait et que ça c'est largement reconnu à travers le pays. Et la motion du Bloc, c'est pas un automatisme parce qu'il y a un gros débat à faire sur la portée de cette
ce changement. Si M. Trudeau a des avis politiques, avis juridiques, excusez-moi, qui disent que c'est tout à fait légitime mais légitime dans quel sens? Est-ce que ça veut dire qu'il y a aucune portée à ce changement, que ça change rien par rapport à la marge de manœuvre du gouvernement québécois de faire des lois pour protéger la nation québécoise, parce qu'il y a le ministre Simon Jolin Barrette qui a donné une entrevue au Devoir samedi dernier qui contredisait tous ceux qui disent que ce n'est que symbolique, cette motion, cette reconnaissance-là. Ouais. Donc, il y a un débat et c'est dans l'intérêt de tout le pays et dans l'intérêt du Québec que tout le monde soit clair sur ce que ça veut dire. Oui. Joël Denis, entre-temps, pour conclure sur ce dossier-là, M. Trudeau a répété encore cette semaine qu'il est d'accord avec ça, avec le fait que le Québec puisse modifier la Constitution pour y déclarer qu'il forme une nation dont la langue officielle commune, c'est le français. On sait qu'il y a des voix qui s'élèvent, notamment au Canada anglais, contre ça. Quel impact ça pourra avoir sur M. Trudeau? Bien, il devra peut-être s'expliquer davantage lors d'une campagne électorale, parce que je présume que ça va faire l'objet d'un débat, ça, durant une campagne électorale. Est-ce que oui ou non, c'est la bonne voie à suivre? Et il y a sûrement d'autres voix qui vont s'élever ailleurs au pays pour demander des comptes à M. Trudeau. Donc, une question qui pourrait être bien posée lors d'un débat durant la campagne électorale, un débat formel organisé entre tous les chefs. On verra à ce moment-là ce que M. Trudeau va dire, mais je ne pense pas que c'est la fin de cette histoire, même si M. Trudeau dit qu'il a des avis juridiques qui, selon lui, confirment que le Québec a le droit d'aller de l'avant avec cette façon de faire. Bon, je veux maintenant vous entendre sur l'autre motion du Bloc cette semaine, celle pour empêcher la tenue d'élections en temps de pandémie. Bon, c'est pas compliqué, c'était presque unanime ce vote, même si on n'avait pas besoin cette fois de l'unanimité. Il y a 327 députés sur 338 qui l'ont appuyé. Althia, on sait que c'est une motion qui est non contraignante. Est-ce que c'est une motion qui a vraiment un impact? Non. Il y avait juste un député qui a voté contre, c'est Derek Sloan. C'est pas Mme Jody Wilson-Raybould, encore une fois. Cette fois-là. C'était l'ancien conservateur Derek Sloan. Mais la motion elle-même est assez vague. Elle dit que c'est la responsabilité du gouvernement de tout mettre en œuvre pour éviter que les électeurs soient appelés aux urnes durant la pandémie. Bon, mais ça, c'est quand même, c'est beaucoup de marge de manœuvre, là. Il n'y a rien qui empêche le premier ministre nonobstant le fait qu'il y a le pouvoir de le faire de toute façon, mais même en disant que oui, les libéraux, ils ont voté pour cette motion-là pour dire, nous, on a tout essayé, puis c'est la faute des autres partis, on ne peut pas travailler avec eux, ils ne nous laissent pas passer nos projets de loi, tout prend trop de temps, c'est impossible de négocier avec eux, on a besoin d'un gouvernement majoritaire. Bon, alors la motion... il y a quand même assez de libre dedans, je pense, pour donner la place au Parti libéral de faire ce qu'il veut, ce que le gouvernement veut. Cette semaine, au caucus, le gouvernement a dit aux députés essentiellement d'être toujours prêts, qu'il y a potentiel d'avoir une élection même ce printemps, dans les dernières 4 semaines qui restent. Mais c'est probablement plutôt au mois d'août qu'on va voir des élections déclenchées. S'il y en a, moi, je suis encore convaincue qu'on n'a pas besoin d'en avoir, mais la motion du Bloc empêche rien d'arriver, même si c'est peut-être pas l'espoir du Bloc québécois et certainement pas l'espoir du NPD. Conrad, parce que la motion du Bloc, Althia vient de le dire, là, ça demande de ne pas tenir d'élection, évidemment, avant la fin de la pandémie. Donc, toute la question que tout le monde se pose, c'est qui va décider de la fin de la pandémie? Qui va décider? Est-ce que ça va être l'Organisation mondiale de la santé ou le Parti libéral? De toute façon, c'est du théâtre politique pur et simple et qu'il ne faut pas prendre ça au sérieux parce que, évidemment, la durée de vie d'un gouvernement minoritaire, c'est 18 mois, donc en général, donc dès le mois d'août, on va être on aura déjà dépassé la moyenne. Donc, oui, je pense qu'il n'y a personne au Canada, honnêtement, qui a vraiment pris ça au sérieux. Et honnêtement, je ne sais même pas pourquoi ils sont allés de l'avant avec ça. Donc, à suivre. En terminant, parce qu'on est dans le dernier droit, justement, de la session parlementaire, qui pourrait se terminer peut-être par la dissolution du Parlement, si jamais, évidemment, il y a des élections, peut-être à la fin du printemps ou
à l'automne. J'aimerais vous entendre sur le projet de loi C10, sur la réforme de la radiodiffusion qui vise à encadrer, on sait, les grandes plateformes de contenu en ligne. C'est un projet de loi que le Québec a à cœur. On sait, il y a d'ailleurs unanimité à l'Assemblée nationale en faveur de C10. Joël Denis, je vous demanderais quelles sont les chances que ce projet de loi-là soit encore adopté avant la fin des travaux communes? Très bonne, je vous dirais, Esther, pour la raison suivante, c'est que le ministre de Stephen Guilbeault a demandé, a interpellé des gens du NPD pour s'assurer que ça passe rapidement. Et le Bloc québécois est prêt aussi à mettre de côté les procédures parlementaires habituelles et même imposer le bâillon pour aller de l'avant et assurer l'adoption de ce projet de loi-là. Les libéraux souhaitent aussi y arriver parce que ce serait une sorte de wedge, si vous me passez l'expression, entre les libéraux et les conservateurs, parce que les conservateurs s'y opposent grandement. Et ça pourrait nuire aux conservateurs au Québec parce que sur le plan culturel, les artistes souhaitent l'adoption de ce projet de loi, donc ils pourraient se mettre à dos encore une fois les artistes au Québec et ça, c'est pas très rentable sur le plan électoral. Althia, est-ce que vous êtes aussi optimiste que Joël Denis? Pour ce que le projet de loi passe la Chambre, absolument, je suis entièrement d'accord avec lui. Certainement que les libéraux veulent faire campagne avec ça en disant que les conservateurs n'ont pas supporté le projet de loi C10. Mais la question qui vient, c'est qu'est-ce que le Sénat va faire? Puis je pense pas qu'il va y avoir des élections au mois de juin, là. Je vois pas ça dans l'horaire législatif du Parti libéral. Puis même au mois d'août, disons que le Sénat siège pendant tout l'été pour finir et passer les projets de loi du Parti libéral. Ils ont quand même pris beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens très intéressés dans les médias au Sénat maintenant, avec les sénateurs plus indépendants qui veulent faire preuve qu'ils font du bon travail, puis que c'est bien réfléchi. Puis c'est quand même un projet de loi qui a eu beaucoup d'opposition, pas juste du Parti conservateur en Chambre, mais on a aussi entendu des voix comme Michael Geist, des gens très renommés dans leur domaine, qu'ils ont vraiment fait surmonter des clauses que je pense que les sénateurs vont vouloir étudier en profondeur. Puis je pense que ça, c'est peut-être une partie où est-ce que le gouvernement devrait s'attarder à faire leur devoir plus à la Chambre au Sénat qu'à la Chambre des communes. Conrad, le mot de la fin sur C10? Oui, c'est évidemment l'intention des libéraux de faire adopter ce projet de loi avant l'été et avant les élections. Ils veulent aller en campagne électorale au Québec en disant on a livré la marchandise et on veut protéger la culture québécoise et canadienne. Mais en même temps, l'urgence n'est pas la même parce que ils peuvent faire campagne en disant que seul un gouvernement majoritaire pourrait encore une fois livrer la marchandise dans ce domaine parce que les conservateurs sont opposés. Cela dit, il y a des problèmes avec ce projet de loi. Il y a pas mal de stock pour que le Sénat se penche sérieusement sur quelques failles dans la législation parce que c'est comme le projet de loi 96 du Québec, que personne ne sait ce que ça veut dire et que le projet de loi C10 donne énormément de pouvoir à la CRTC de réglementer, mais tout le diable est dans les détails en disant que qu'est-ce que le CRTC va faire avec tous ces nouveaux pouvoirs. Donc, c'est pour ça que l'histoire, le chapitre n'a pas été écrit. Oui, en tout cas, il reste à peu près 3 semaines de travaux aux communes. Le temps commence à presser, à suivre. Joël Denis, Althia et Conrad, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Alors que plus de la moitié des Canadiens ont reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19, le Québec a décidé de devancer son calendrier pour administrer la deuxième dose, notamment chez les clientèles plus vulnérables. La province affirme disposer de suffisamment de vaccins pour lancer au même moment la vaccination chez les 12 à 17 ans. La docteure Nathalie Granvaux, qui est spécialiste en médecine moléculaire, nous dit d'abord ce qu'elle pense de cette stratégie. Du moment qu'on peut accélérer, je pense, les deuxièmes doses pour les personnes vulnérables, les personnes, les aînés, effectivement, mais également les personnes immunocompromises et qu'on peut vacciner les plus jeunes en même temps, si on peut se le permettre, c'est une très bonne nouvelle. Bon, et non pas se concentrer d'abord et avant tout sur les aînés et les personnes plus vulnérables, comme plusieurs le demandent.
Écoutez, si ça dépend du nombre de doses vraiment et de la fréquence à laquelle ils arrivent et de la distribution. C'est certain que pour les personnes vulnérables, le plus vite ça va avoir lieu, le mieux ça va être. Oui. Maintenant, ça dépend de comment c'est organisé et si à la vitesse, combien de temps on parle de décalage quand on vaccine les 12-17 ans en même temps. Si c'est une question de 1 ou 2 semaines de plus pour les personnes vulnérables, c'est pas si grave. Donc, je pense que si tout ça peut se faire de manière rapide pour les personnes aînées et immunocompromises, on peut faire les 12-17 ans en même temps, ça serait très bien. Sur le déconfinement maintenant, le Québec le commence de façon graduelle là, à compter de vendredi, se base sur des dates très spécifiques. Là, il l'a expliqué, les autorités l'ont expliqué aujourd'hui, alors que d'autres provinces canadiennes se basent plutôt sur le pourcentage de la population vaccinée avant de déconfiner. Quelle est la meilleure stratégie, selon vous? Dans la stratégie québécoise, on a un mélange des deux. On a 2 calendriers qui se chevauchent. On a les dates pour certains assouplissements, mais on a également des passages en zone orange ou en zone verte qui sont conditionnels à des facteurs épidémiologiques, à des pourcentages de vaccination. Et ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qui a été annoncé. Par exemple, Montréal et Laval ne passent pas en zone orange en même temps que les autres régions. Donc, on va rester en zone rouge pour au moins jusqu'au 7 juin en fonction de ces paramètres. Donc, au Québec, c'est une combinaison des deux, puis c'est peut-être un petit peu plus complexe à suivre, mais j'aime beaucoup c'est le fait qu'on ait des balises et qu'on puisse ajuster le déconfinement en fonction de ces balises-là, malgré les dates qui ont été mises en place. Donc, on fait preuve de prudence, selon ce que vous nous dites. Sur le vaccin d'AstraZeneca, maintenant, qui suscite, comme on le sait, beaucoup de craintes, plusieurs Canadiens qui ont reçu une première dose de l'AstraZeneca espéraient se faire vacciner avec un autre vaccin pour la deuxième dose. Or, le CCNI, le Comité consultatif national de l'immunisation, recommande de ne pas changer de vaccin en cours de route. Qu'est-ce que vous en pensez de cette recommandation, vous? Ce que le CCNI a fait, c'est de dire, en l'état actuel des connaissances, ils ne peuvent pas recommander le mélange des types de vaccins parce que les études sont en cours et on devrait les avoir dans les prochaines semaines. Donc, à l'état actuel des choses, ils préfèrent dire que c'est mieux de rester avec la même technologie de vaccin. Donc ça, c'est finalement ce qui était déjà dit avant. Ils ont juste réitéré cette recommandation-là en fonction de... Mais c'est pas une interdiction, mais c'est sûr que ça sera plus sécuritaire au niveau de notre connaissance sur l'efficacité de la combinaison de 2 types de vaccins une fois que les données seront disponibles. Parce qu'il y a d'autres pays qui le font quand même, comme la France, par exemple, qui donnent des doses de vaccins différentes. Est-ce que ça vous a quand même surpris, cette recommandation du CCNI? Non, moi je pense qu'elle est très prudente. Vous savez, on a reproché beaucoup au CCNI, notamment sur le délai de la deuxième dose, de ne pas se baser sur les données probantes scientifiques. Et on ne peut pas aujourd'hui leur reprocher de se baser sur les données scientifiques pour prendre cette décision. Je pense que c'est conforme aux connaissances actuelles de se dire qu'on attendra les résultats, surtout qu'avec le AstraZeneca, le délai pour la deuxième dose qui est connu est déjà à 12 semaines, donc on a quand même le temps d'avoir les résultats de ces études pour prendre une décision très éclairée à ce moment-là. Enfin, en très peu de temps, là, Ottawa a confirmé aujourd'hui que plus de 50% de la population a reçu une première dose de vaccin. La tendance est visiblement à l'optimisme et au début du déconfinement également. Je me demandais, est-ce qu'on est en train de vivre un faux sentiment de sécurité au Canada, alors que très peu de Canadiens, il faut le rappeler, ont reçu leur deuxième dose, là, contrairement aux États-Unis. Il y a plus de 50% de la population qui ont reçu la deuxième dose de vaccin, ce qui n'est pas le cas au Canada. Oui, je suis d'accord avec vous. Le message est parfois un petit peu ambigu et il faut, oui, c'est très très bien qu'on ait cet engouement de la population et de nos campagnes de vaccination qui fonctionnent très très bien. Mais il faut rappeler qu'effectivement la grande majorité n'ont eu qu'une seule dose et on est donc seulement partiellement protégés. Donc il faut continuer d'appliquer les mesures sanitaires jusqu'à avoir eu la deuxième dose et 2 semaines après. Donc oui, il faut faire attention au message et bien prévenir tout le monde même s'il y a du déconfinement, je prends au Québec par exemple, toutes les mesures d'assouplissement sont accompagnées de continuer d'avoir la distanciation, le port du masque, etc. Donc il faut continuer de les appliquer jusqu'à ce qu'on atteigne le 75% au moins de la population avec 2 doses et 2 semaines plus tard. Donc faire attention aux faux sentiments de sécurité. Docteur Nathalie Granvaux, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.
Et enfin, un moment historique à la Chambre des communes alors que le Parlement a présenté des excuses officielles à la communauté italienne pour l'internement injustifié de Canadiens d'origine italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai recueilli la réaction du sénateur indépendant Tony Lofreda, qui est le premier sénateur d'origine italienne né au Canada. Monsieur le Président, alors qu'on demandait aux Canadiens de s'unir pour soutenir l'effort de guerre, alors qu'on rappelait aux gens de faire leur part, certains étaient traités comme des ennemis, même s'ils n'avaient commis aucun crime. La politique d'internement était injuste. Elle allait à l'encontre des valeurs qu'on était parti défendre à la guerre. Elle allait à l'encontre des valeurs que les Italo-Canadiens s'enrôleraient pour protéger, malgré le fait que des membres de leur famille avaient été internés dans ces camps. Elle allait à l'encontre des valeurs qui faisaient la force de notre pays, comme l'équité, l'application régulière de la loi et l'égalité dans le système de justice, des valeurs qui allaient plus tard être inscrites dans notre charte. La façon dont le gouvernement a traité l'Italo-Canadien était inacceptable et ce traitement a causé de réels préjudices. Et pas seulement aux hommes et aux femmes qui ont été internés et à leurs familles, mais aussi aux générations qui ont vécu avec cet héritage de discrimination. Il est temps de faire amende honorable. Chiediamo scusa. À tous ceux qui ont été touchés par ce chapitre de notre histoire, nous sommes désolés. Votre famille et votre communauté ne méritaient pas cette injustice. Et malgré tout, malgré ce moment sobre, vous continuez de regarder vers l'avant. Aux membres de mon propre caucus qui ont travaillé sans relâche pour que justice soit rendue à la communauté italo-canadienne et aux organisations partout au pays qui ont œuvré pour concrétiser ce moment, vous nous faites avancer sur une voie meilleure. Et à tous les Italo-Canadiens qui enrichissent nos communautés, de St. John's jusqu'à Vancouver, de Montréal jusqu'au Grand Nord, vous nous rappelez que la diversité fera toujours notre force. Le courage, la résilience et une conviction inébranlable qu'on est plus fort ensemble. Voilà quelques-unes des valeurs que les Italo-Canadiens ont toujours incarnées. Bonjour, Monsieur le sénateur. Bonjour, bonjour. Donc, des excuses officielles du Canada qui surviennent 80 ans plus tard. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pour la communauté italienne au pays? Bien, premièrement, merci au premier ministre de l'avoir fait. Merci au gouvernement. Pour nous, c'est une journée historique et très importante pour la communauté. C'est important de tourner la page. La communauté a contribué beaucoup au succès canadien. On est très heureux on est très fiers et très heureux d'être Canadiens, mais on n'oublie jamais nos origines et c'est important pour nous de tourner la page, d'avoir eu ces excuses, puis un grand merci à tous et merci au gouvernement encore une fois de l'avoir fait. Oui, vous parlez de l'importance de tourner la page. Les représentants de chacune des formations politiques ont pris la parole à tour de rôle ce matin aux communes là, pour ces excuses. Et vraiment, tout le monde a insisté sur le traitement injuste, le traitement arbitraire du Canada envers les Italo-Canadiens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, on a parlé des détentions injustifiées, des réputations qui ont été ruinées, des entreprises démantelées, des familles, des mères de famille qui ont été laissées sans moyens de subsistance, sans rien. Tout ça, évidemment, juste parce que ces Canadiens étaient d'origine italienne, n'avaient pas commis de crime comme tel. Jusqu'à quel point la communauté italienne a vécu du ressentiment par rapport à ce chapitre, je dirais, qui est sombre de notre histoire, de l'histoire canadienne? Oui, exactement. Et il n'y a pas eu de procédure officielle. Et on est un pays de valeurs. On partage les valeurs. Et ça m'a touché, le premier ministre, quand il a parlé de valeurs aujourd'hui. Le respect, c'en est un. La famille. Et c'est important d'avoir ces valeurs, puis d'avoir des procédures officielles. Il n'y a pas eu des procédures officielles.
Puis je pense que les souffrances étaient considérables, pas seulement pour les familles impliquées, mais aussi pour la communauté. Et ces souffrances se sont étendues au-delà, ça a eu un effet domino dans plusieurs facettes, au-delà des familles, puis plusieurs facettes au niveau de la vie de la communauté italienne. Donc, pour nous, c'est une journée historique et émotive comme telle. Vous avez vu l'émotion du président de la Chambre et moi. Oui, et moi-même, dans ma déclaration hier, j'étais très émotionnel. Le respect est important et ça démontre le respect que le gouvernement a pour notre communauté. Mais pourquoi pensez-vous que ça a pris 80 ans au Canada pour s'excuser envers la communauté italo-canadienne? C'est une bonne question. Et j'ai toujours dit, souvent je disais comme exécutif senior chez RBC que l'important, quand on fait quelque chose, quand on complète un projet, c'est de l'avoir fait comme il faut. Et de prendre le temps de le faire. Et l'important, c'est pas le temps que ça prend, mais qu'une fois que c'est fait comme il faut. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée historique, c'est une belle journée. Il ne faut pas regarder en arrière, il faut regarder en avant. On va continuer on est une communauté résiliente. On va continuer de regarder en avant. Et je suis très heureux que le gouvernement l'a fait et que tous les partis sont en accord de l'avoir fait. Et dans une démocratie, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours le cas que tous sont d'accord. Et ça a été très émotionnel ce matin quand j'écoutais le premier ministre, mais j'ai aussi écouté tous les autres partis, l'opposition, et bravo à tous. Le Canada compte aujourd'hui environ 1 600 000 Canadiens d'origine italienne, environ 350 000 à Montréal, 600 000 à Toronto. Le premier ministre Trudeau, au moment de conclure ses excuses, a tenu à remercier les Italo-Canadiens pour leur rapport à la société canadienne. Comment, justement, qualifiez-vous la place de la communauté italienne dans le Canada d'aujourd'hui? On est très heureux d'occuper la place que nous avons. C'est un succès. Les immigrants, si je regarde mes parents, puis mes parents sont arrivés ici en 1962. Ma mère était enceinte avec moi de plusieurs mois. Et le progrès que les immigrants italiens ont fait ici au Canada est énorme. Mais il faut dire merci au Canada. Nous avons fait ce progrès-là, c'est à cause du pays, à cause du Canada, à cause des opportunités que nous avons eues. Et c'est un grand merci. Souvent dans la vie, on oublie de dire merci. Pour moi, c'est tellement important. Et donc, merci, pas seulement pour les excuses, mais merci de nous avoir donné cette opportunité de vivre ce progrès, de vivre ce que nous avons vécu avec la communauté italienne. Et notre place, écoute, je connais des juges, je veux pas nommer des gens parce que si j'en nomme un, je vais recevoir des milliers d'appels en disant tu m'as oublié. Mais on a des ministres, comme vous voyez, on a des ministres au Parlement, nous avons maintenant un sénateur canado-italien, nous avons des exécutifs seniors, nous avons des juges, etc., etc. Donc, bravo à notre communauté. Merci à nos parents et aux immigrants qui ont eu le courage d'immigrer. Important de l'avoir fait. Pas facile. Et merci au Canada de nous avoir donné toutes ces opportunités. C'est un pays incroyable. Tony Lofreda, sénateur indépendant, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci, Esther. Au revoir. Merci. Alors voilà, ça complète notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis, prenez bien soin de vous. On se retrouve bientôt. Au revoir.